Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Jean-Marc Priez et les contradictions de l'État français, épisode 1. Jean-Marc Priez est un militant historique de la réduction des risques en France. Il a été salarié à l'association de lutte contre le sida AIDS, avant de rejoindre Technoplus, une association pionnière dans la réduction des risques pour les drogues dites festives. Pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes consacrés à Anne Coppel, je vous fais un petit résumé. Ce qu'on appelle la réduction des risques est l'idée de ne pas focaliser sur la condamnation morale et pénale de la consommation de drogue, mais au contraire, de contribuer à limiter les risques que cette consommation implique. Et ce par différents moyens, diffusion d'informations, mise à disposition de matériel propre, analyse de produits, etc. Le concept a été importé du monde anglo-saxon pour faire face à l'épidémie de sida qui sévissait dans les années 90, notamment chez les injecteurs de drogue. Mais rapidement, l'idée de réduire les risques de la consommation s'est étendue dans la communauté techno, qui injectait très peu. Elle consommait les drogues plutôt en les gobant, en les sniffant ou en les fumant. Et ce concept de réduction des risques a été très fertile, malgré son nom un peu tristoun, parce qu'il a muté au fur et à mesure des années vers l'idée d'une responsabilisation des consommateurs. Et ce faisant, il a permis un changement de posture chez certains. Puisqu'ils géraient leur vie et payaient leurs impôts comme tout le monde, ils ont fini par comprendre qu'ils n'étaient pas les sous-citoyens décrits à longueur de temps dans les médias mainstream. Mais cette légitime prise de conscience s'est heurtée à un intérêt politique majeur qu'on a déjà abordé dans Substance, celle du ministère de l'Intérieur, qui capitalise depuis la fin des années 60 sur une conception dramatisante de la drogue, conception hors sol, mais qui reste encore aujourd'hui particulièrement répandue dans la société française. Le parcours de Jean-Marc Priez va donc nous permettre de comprendre comment s'est faite cette jonction entre réduction des risques du sida et réduction des risques du festif, et comment cela a empêtré l'État français dans des politiques contradictoires. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je suis né au Mans, d'une famille bourgeoise, industrielle, et d'une famille paysanne. Ma mère était ses parents étaient paysans, et les parents de mon père étaient industriels, et mon père travaillait à l'industrie de ses parents. J'ai eu une enfance, je dirais que, alors par ce contexte-là, ma mère a voulu, elle vivait dans une situation un petit peu oppressante avec cette famille bourgeoise, et à un moment elle a voulu se libérer de ça, et elle a décidé de monter un restaurant pour devenir autonome. Elle a monté son restaurant, elle leur a demandé 2. Le deuxième, elle l'a construit entièrement. Et alors je vivais, c'était une énorme maison bourgeoise, mais toute la maison était le restaurant. Il n'y avait qu'une pièce privée, c'était la chambre de mes parents. Le reste, c'était le restaurant, c'est-à-dire qu'il y avait 2 grandes chambres, mais qui servaient tout autant à me loger pour dormir que les apprentis cuisiniers ou les apprentis serveurs. Et parfois, le dimanche ou le samedi, quand les familles venaient déjeuner, cette chambre, elle servait aussi pour les bébés. Et donc, voilà, c'était assez compliqué. J'étais pas chez moi. En fait, il n'y avait pas de vie de famille, et j'étais pas chez moi. C'est-à-dire que quand j'étais là-haut, en fait, quand il fallait que je descende dehors, c'était à la campagne, je devais passer par le bar, par le service, par la cuisine, par la plonge, enfin pour sortir. C'est-à-dire toutes les 3 secondes, une engueulade, parce que j'embêtais le serveur, le cuisinier, le plongeur, enfin voilà. Et une fois que j'étais dehors, rentrer dans la maison, c'était assez compliqué. Alors tout ça, ça donne une enfance un peu compliquée, un peu isolée, pas le droit d'écouter de la musique, il n'y avait pas de télévision. En fait, je vivais dans un monde fermé
qui était entièrement clos. C'était le restaurant ouvert 7 jours sur 7, avec une présence qui n'était pas appréciée en fait, puisque c'était une présence qui gênait le bon service. Voilà, donc tout ça c'était. En même temps, je peux pas dire que j'avais une enfance malheureuse. Enfin, je veux dire, mes parents n'étaient pas, me battaient pas, voilà. Mais il y avait cette espèce d'indifférence. Et plus que de l'indifférence, c'est le désir que je ne sois pas là. Alors ce désir était cumulé aussi sur le fait que j'avais un frère qui était né 11 mois avant moi. Lui avait été désiré et moi un peu moins. Donc c'était voilà. C'était, disons, un peu compliqué. Alors, en fait, j'avais pas de on n'avait pas de téléviseur et on a eu un téléviseur quand j'avais 13 ans. Donc que je pouvais écouter, enfin que je pouvais regarder la télé. Et en fait, c'est ça qui un jour m'a éveillé, c'est que j'ai regardé, il y avait une émission qui s'appelait Le Dossier de l'écran. Je devais avoir 13 ans. J'ai regardé Les Dossiers de l'écran et c'était un film, je m'en souviens, ça s'appelait Capot. C'était un film sur les camps de concentration. Et ce soir-là, à 13 ans, j'ai appris qu'il y avait eu effectivement la guerre. Je savais qu'il y a eu la guerre, j'allais à l'école quand même, mais je ne connaissais rien des camps de concentration, de l'Holocauste. En 2 heures, j'ai pris une claque dans la figure. Le lendemain, j'étais quelqu'un d'autre. Enfin, c'était un monde qui s'écroulait littéralement. Oui, c'était un grand traumatisme pour moi, cette découverte à 13 ans. Alors, à la fois, je pense que à la fois parce que je vivais isolé, c'est vrai, sans radio, sans télé. J'ai appris plus tard que c'était pas un sujet dans la famille dont il fallait parler, parce que je pense qu'une partie de la famille s'est pas très bien comportée durant la Deuxième Guerre. Et puis il faut dire que c'était dans les années 70, et Auschwitz, on ne connaissait pas Auschwitz en France. On parlait un peu de Dachau, parce que c'était là où les militants communistes et autres avaient été pendant la guerre. Mais en fait, Auschwitz, tout le monde a découvert à la fin des années 60, au début des années 70, ce camp d'extermination, plus que ce camp de concentration. Je raconte ça parce que je crois que ça a été un des grands marqueurs de ma vie future, qui a changé beaucoup de choses pour moi, qui a changé mon orientation de vie. C'est à la fois la découverte de l'horreur absolue, oui, cette forme industrielle de mettre à mort des humains, et avec tout ce que l'industriel peut comporter, c'est-à-dire c'est pas 200, 300, c'est pas 100 000, c'est 6 millions, 7 millions. Enfin, c'est quelque chose absolument énorme. Et c'est aussi un autre rapport aux hommes, en fait. Moi j'avais ma petite vie, alors il y avait ce monde clos, mais j'allais dans une petite école à l'entrée du Mans, qui était une école privée, catholique, enfin, voilà, où les gens étaient plutôt gentils, et j'ai découvert que l'humain avait une facette plutôt extrêmement sombre. Ça fait bizarre à 13 ans de découvrir ça, je pense qu'aujourd'hui... les gamins, ils découvrent ça bien avant, même dans leur rapport humain. Mais voilà, en ça a été pour moi, oui, c'était pour moi un choc énorme. En fait, j'ai pas pris des psychotropes tout de suite. Voilà, moi j'ai terminé, je suis parti de chez mes parents, j'avais 18 ans. Alors dans un premier temps, j'ai fait ce qui m'était tracé, c'est-à-dire que je suis parti travailler à l'usine Renault au Havre, qui est une usine de 13 000 personnes. Donc je changeais d'un monde à un autre monde clos, encore une fois. Et puis voilà, ça a duré 1 an, j'ai joué le jeu. Et puis un jour, j'ai tout quitté. Je suis parti à l'aventure.
et j'ai décidé voilà, de vivre au gré de mes rencontres. Et heureusement, j'ai fait plutôt des bonnes rencontres. J'ai rencontré des gens plutôt intéressants qui venaient notamment qui venaient de l'éducation populaire. À Soissons, j'avais rencontré, donc c'est des personnes qui ont commencé à me faire travailler dans le social. Et donc j'ai commencé à travailler dans le social, dans un foyer de jeunes travailleurs. Et puis de fil en aiguille, j'ai repris des études pour devenir animateur professionnel. Je suis remonté à Paris à ce moment-là. J'ai travaillé à Emmaüs. J'ai travaillé 1 an à Emmaüs. Et puis un jour, je me suis retrouvé face à une personne qui avait le sida. C'était en 1987. À Emmaüs, je travaillais auprès des gens qui étaient sans domicile à Paris, à qui on fournissait une chambre d'hôtel pendant 3 mois, le temps qu'ils refassent un projet de vie. 3 mois pour faire un projet de vie, c'est pas grand-chose. Et voilà. Et un jour, un type est arrivé, très énervé. Il venait d'arriver sur Paris, il venait de Bordeaux. Et il m'a dit, je viens vous voir parce que je fais tout le circuit. Il avait eu le papier de l'assistante sociale où il fallait qu'il aille au Secours catholique, voilà, toutes les associations, voilà. Il me dit, voilà, je me suis fait des têtes partout, j'ai le sida, donc vous pouvez m'héberger ou est-ce que vous m'éjectez comme les autres? Et j'ai décidé, j'ai pas décidé, naturellement, je l'ai hébergé, puisque voilà, il a rempli toutes les conditions. On ne se rend pas compte aujourd'hui ce qu'était le sida dans les années 80, 85, 90. C'était les gens étaient exclus, y compris à l'hôpital. Il y avait des hôpitaux qui refusaient de prendre des malades, et les hôpitaux où il y avait des malades, les malades étaient isolés. Même leur famille avait quasi pas le droit de les voir. Et donc, c'est là, voilà, qu'est revenue cette histoire de cette blessure de mon adolescence avec l'Holocauste. Et j'ai décidé de m'engager tout de suite dans la lutte contre le sida. Alors ça, c'est le côté professionnel. Mais quand je disais tout à l'heure que j'ai tout lâché à 18 ans, c'est-à-dire que quand j'ai quitté Le Havre, l'usine Renault, je suis arrivé à Paris avec mes valises, mais j'avais rien. C'est-à-dire, à part un diplôme, j'avais un CAP de mécanicien ajusteur, c'est tout ce que j'avais. J'avais aucun diplôme, rien. Bon, j'ai trouvé du travail facilement parce que je prenais tout ce qui passait. Mais en même temps, en fait, cette adolescence que je n'avais pas vécue, cette enfance et cette adolescence que je n'ai pas vécue, eh ben, je l'ai vécue à partir de 20 ans. Je suis un ado, un ado voilà, qui a commencé son adolescence à 20 ans. Je suis pas bien sûr de l'avoir terminé. Enfin, on commence à en finir, c'est le début de la fin. Et c'est à 18 ans, 20 ans que j'ai commencé, oui, j'avais 19 ans, que j'ai commencé, que j'ai goûté à l'herbe dans un premier temps. Oui, enfin, essentiellement du shit, de l'herbe, c'était la grande époque. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des produits. Et puis voilà, comme je m'interdisais rien. En fait, je m'étais dit, voilà, fais tes expériences, vis ta vie, rencontre des gens, prends ce qu'il y a à prendre. J'avais un seul interdit, entre guillemets, c'était la seringue. Et je sais pas, voilà, je sais pas pourquoi en fait. Hein. Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'est la seule barrière que je me suis fixée dans mes recherches et dans mes goûts. Sinon, j'ai goûté à peu près à tous les produits qui peuvent, voilà, qui ont existé ou qui existent.
Et donc, dans mon parcours à Aide, j'ai travaillé sur la prévention auprès des jeunes, donc la prévention SIDA, et notamment les jeunes qui étaient dans les classes de 3e. À Paris, on avait une convention, Aide avait une convention avec le rectorat de Paris. Et donc j'allais dans les classes de 3e des collèges publics pour discuter sur le sida. Et puis un jour, ça devait être en 92-93, il y avait une rencontre avec la Deutsche Heldhilfe, qui était l'association de lutte contre le sida allemande. Il y avait une rencontre entre Aide et eux à Berlin. Et donc je suis allé à Berlin et la prévention des jeunes sur le sida se faisait essentiellement à travers le mouvement techno berlinois. C'est là où j'ai découvert le mouvement techno. Il y a une connexion qui s'est faite avec moi entre le mouvement techno allemand à l'époque et la lutte contre le sida. Donc quand je suis revenu à Paris, à Aide, j'ai essayé de faire des connexions autour de ça, mais c'était très compliqué. La techno était très très mal vécue. Il faut savoir que la première grande rêve qui devait être organisée à Paris en 93, elle devait être organisée au profit de l'association Aide. Et il y a eu une campagne de presse, alors essentiellement menée par l'Humanité à l'époque, pour dire que c'était scandaleux qu'une association comme Aide fasse une récolte de fonds donc sur des soirées où on consommait des drogues. Et donc la campagne était tellement forte que Aide a été obligée de se retirer de cette soirée. Donc c'était pas facile. Je crois que les communistes là-dessus, ils sont très... le corps des hommes appartient à l'État, certainement plus que... Hein. En fait, quand la grande rêve qui est organisée à la Défense Aide s'est retirée, en fait, les organisateurs ont été obligés d'annuler. Et ils ont perdu énormément d'argent. La publicité, la location du lieu et tout, ils en ont voulu à mort à l'association Aide, donc j'étais un peu grillé. Bon, ça c'est une autre histoire. Il se trouve qu'en 1995, donc Thierry Charlois a créé l'association TechnoPlus avec quelques amis. Et donc, comme il manquait de connaissances, il voulait avoir des connaissances sur le sida. Et donc, ils sont venus à Aide. Et à l'époque, je m'occupais de la formation et des jeunes. Et donc, on s'est rencontrés. Je leur ai proposé une formation qui était sur 2 week-ends. Et à l'issue du 2e week-end, j'étais avec eux, quoi. Là, pas en tant que Aide, mais en tant que Jean-Marc Priez. J'avais rejoint TechnoPlus. Donc voilà, c'est comme ça au départ que ça s'est fait. Voilà, je trouvais que l'idée était vraiment intéressante. Et moi, j'avais aussi dans la tête autre chose, c'était la réduction. Alors, la réduction des risques auprès des usagers de drogue, elle était admise, entre guillemets, elle était admise compassionnellement à cause du sida. C'est-à-dire qu'en 88, on a accepté de distribuer des seringues aux injecteurs pour éviter qu'ils aient le sida. Et toute la politique de réduction des risques sur les drogues en France se faisait autour de la lutte contre le sida. En 95, quand le mouvement techno a pris de l'ampleur, évidemment, dans la techno, il y avait des consommations de drogue, essentiellement l'ecstasy, les amphétamines et le LSD. Et là, il n'y avait pas vraiment de risque par rapport au sida. Et j'étais persuadé que cette politique de réduction des risques sur les drogues devait être une politique globale,
Ça devait être une réponse sur la consommation des drogues et non pas seulement une réponse à la lutte contre le sida. Et donc, quand je suis rentré à Technoplus, j'avais vraiment cette idée, je militais pour cela, pour que effectivement on élargisse cette notion de réduction des risques et qu'on en fasse un concept. Et ce concept va prendre de l'ampleur puisqu'il sera notamment à l'origine plus tard de la création des forums d'usagers sur Internet qui auront des conséquences cruciales sur la perception que les consommateurs ont d'eux-mêmes. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter les épisodes du podcast consacrés au forum psychoactif. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'une page Tipeee permet à ceux d'entre vous qui le souhaitent d'aider au financement de Substance. Dans le prochain épisode, on verra comment l'idée de la réduction des risques a planté l'État français face à ces contradictions. D'ici là, portez-vous bien.